je vais essayer de raccourcir au maximum mon intervention, en fait, être le plus synthétique possible. Mais je vous rappelle que l'ensemble des interventions sont filmées. Vous pouvez les revoir, les réécouter sur le site, c'est web, c'est ça, sur le site web de l'université. Donc voilà, ce qui permettrait éventuellement, si on va trop rapidement, ça vous permettra un peu de revoir les choses. Alors, je devais vous parler du circuit affectif, mais au moment où je travaillais mon diaporama, j'ai dû un peu reconsidérer les choses et j'ai utilisé plutôt le pluriel pour évoquer les circuits de la dépression. Alors, la dépression, c'est un vaste sujet et je crois qu'après plus de 20 ans de recherche neuroscientifique, le mystère ne cesse de s'épaissir et on a de plus en plus de difficultés à comprendre exactement ce que c'est. D'autant que les données qui nous arrivent sont des données très nombreuses, en quantité très importante, que ce soit par le biais de la génétique, de l'imagerie, de la neurobiologie. Et donc le but de mon exposé, c'est essayer d'avoir un espèce de regard synthétique sur l'ensemble des données dont nous disposons actuellement. Alors, la dépression, en gros, c'est un trouble, plutôt une expression syndromique d'une pathologie qui est probablement multidimensionnelle, dont la part génétique est reconnue par tous, même si la génétique à elle seule n'explique pas du tout l'ensemble du problème clinique que nous gérons, mais surtout que l'expression de la dépression elle-même est extrêmement hétérogène, aussi bien par l'évolution, l'expression clinique, mais même au niveau de la réponse thérapeutique. Et il est probable qu'en fait, quand on parle de dépression, on devrait parler des dépressions, parce qu'il y a certainement beaucoup de sous-groupes dans le cadre de cette pathologie. En tout cas, depuis près d'un demi-siècle, on a vu apparaître et disparaître un certain nombre de modèles pour arriver en 2016 et comment on voit les choses actuellement. Alors, pendant longtemps, on a été extrêmement séduit par l'hypothèse monoaminergique de la dépression, surtout avec l'avènement des antidépresseurs. Et donc, nous avions un paradigme relativement simple. Nous avions des médicaments qui stimulaient un certain nombre de stimulations au niveau de la transmission monoaminergique, notamment de la sérotonine, la noradrénaline, avec des résultats cliniques. Et donc, le saut était relativement facile à faire. Donc, la dépression est due probablement à un hypofonctionnement de cette neurotransmission. Et donc, le cadre théorique était séduisant. Il était facile à comprendre, soutenu probablement en grande partie par l'industrie. Il nous a servi de paradigme, mais l'évolution des données nous conduisent actuellement à reconsidérer les choses et surtout à entrevoir la complexité du trouble. Alors, en psychiatrie, un modèle qui est toujours d'actualité, c'est le modèle vulnérabilité-stress. Dans le cadre de la dépression, il peut nous servir également comme modèle heuristique de compréhension, mais vous pensez bien qu'il est relativement simple, ou trop simple, pour pouvoir expliquer l'hétérogénéité des troubles et toutes les expressions que nous avons à gérer en clinique. En tous les cas, on part d'un principe qu'il y a une vulnérabilité. Cette vulnérabilité peut être liée à des facteurs génétiques, psychologiques, développementaux, traumatiques, etc. Et cette vulnérabilité va s'inscrire dans un environnement qui va interagir et provoquer la dépression. Donc, ce qu'on appelle la diathèse, c'est cette vulnérabilité. Et quand la diathèse, la vulnérabilité est très grande, le niveau de stress nécessaire pour provoquer le trouble peut être relativement faible. Et la dépression, par sa survenue, devient elle-même un facteur de vulnérabilité qui va favoriser les épisodes ultérieurs. Et donc on a beaucoup parlé de stress, là aussi un modèle relativement séduisant, mais qui semble actuellement assez simpliste, parce qu'il est très difficile d'expliquer toute la dépression uniquement par l'hyperstimulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Mais en tous les cas, il est certain que cet axe est très sollicité dans le cadre de la dépression, mais ce n'est qu'un élément du dispositif qui mène au trouble. Si on fait la synthèse de toutes les données neuroscientifiques dont nous disposons actuellement, il y a deux types de données ou même trois types de données qu'on peut résumer dans ce tableau. Il y a d'abord, et ça je crois que tout le monde le reconnaît, des modifications morphologiques et structurales qui concernent aussi bien le volume de certaines structures cérébrales, mais également au niveau, je dirais, histologique et même moléculaire. Et puis un niveau fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a des structures cérébrales qui vont hypofonctionner et d'autres structures qui vont être hyperactivées, hyperstimulées. À côté de ça, nous avons
également un ensemble de paramètres biochimiques qui vont être modifiés, tels que le cortisol, les facteurs neurotrophiques, etc. Je n'insiste pas. Et donc, en fait, les modèles qui nous arrivent actuellement vont tenir compte de toutes ces informations qui nous viennent de la recherche pour essayer de construire quelque chose d'intégratif et qui puisse nous expliquer, ou donner une perception relativement cohérente du trouble dépressif. Juste pour un petit focus sur cette histoire d'hippocampe qui me semble, moi, assez compliquée. Même l'hippocampe, vous savez, on le retrouve dans pratiquement tous les modèles de l'anxiété, du stress, mais également de la dépression. Et une des questions qui s'est beaucoup posée et qui continue d'être posée à la recherche, est-ce que l'atrophie hippocampique qu'on observe chez la plupart des malades déprimés est-elle une conséquence du stress ou est-elle préexistante elle-même la dépression? La question reste posée, mais on peut très bien imaginer que effet du stress et vulnérabilité préexistence peuvent parfois s'associer. Donc voilà ce modèle avec une situation, un état normal, entre guillemets, sollicité par un stress qui soit aigu, prolongé, chronique, peu importe, qui va donner un état down, et cet état down va, selon un certain nombre une cascade d'événements biologiques, psychologiques, neurocognitifs, va emmener à la dépression. Mais la question qui se pose actuellement à la recherche, et c'est une question très compliquée, c'est quels sont les mécanismes qui vont sous-tendre cette évolution entre le stress, l'état down et l'apparition de la dépression. Et donc, la recherche neurobiologique de la dépression a un véritable challenge à ce niveau-là, et c'est de répondre à trois questions qui semblent fondamentales et essentielles. C'est d'abord, par quel mécanisme le stress va arriver. Excusez-moi, je voulais vérifier que les diapos suivaient. Merci. Donc, par quel mécanisme le stress va provoquer le premier épisode de dépression? Et ça, c'est tous les mécanismes moléculaires, cellulaires, neurocognitifs. Également, la deuxième question, le deuxième objectif de la recherche, c'est le processus d'allumage, justement par lequel une dépression va devenir totalement autonome des facteurs de stress, je dirais même de l'environnement, et évoluer pour son propre compte dans une évolution récurrente. Et puis tous les processus qui mènent justement de départ, qui mènent à cet état de vulnérabilité qui va donc emmener au premier épisode dépressif. Donc schématiquement, de ce qu'on peut observer actuellement dans les modèles proposés, c'est que nous avons différents étages de fonctionnement. Nous avons un étage qui est cortical, représenté essentiellement par le cortex préfrontal, et nous avons un étage sous-cortical qui est représenté par le système limbique, donc l'hippocampe et l'amygdale. Et il semble que dans la dépression, enfin dans les modèles qui sont proposés, il existerait une espèce de découplage entre la régulation corticale et de ce fait toutes les interactions qui peuvent exister dans ces boucles cortico-sous-corticales. Et donc trois niveaux qu'on peut résumer ainsi. Un niveau génétique, voire même épigénétique, qui va interagir avec les événements de vie, notamment les événements de vie les plus précoces, c'est le premier niveau. Un deuxième niveau qui serait beaucoup plus neurobiologique et qui ferait intervenir à ce moment-là les systèmes de neurotransmission, les systèmes neurotrophiques. Et puis un troisième niveau qui est un niveau neurocognitif qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. La sécrétion de cortisol qui est notée dans la plupart des dépressions, notamment les dépressions les plus sévères, parce qu'elle n'existe pas dans toutes les dépressions, a un effet, et notamment ça nous vient de tous les travaux animaux, chez les animaux, a un effet délétère, aussi bien sur les structures limbiques, plus particulièrement l'hippocampe, qui semble être la structure la plus sensible au cortisol, mais également sur le cortex préfrontal, puisqu'on observe notamment chez les animaux un certain nombre de modifications qui justement révèlent cet effet délétère du cortisol. Et donc, à travers les données de l'imagerie, notamment de l'imagerie fonctionnelle, il y a un certain nombre de structures qui semblent impliquées plus spécifiquement et plus particulièrement dans la régulation des émotions et de ce fait dans l'humeur triste et la dépression. Nous avons bien sûr le cortex orbitofrontal, l'amygdale, le striatum, l'insula, le cortex singulaire antérieur. C'est juste pour vous dire un petit peu que ces structures sont disséminées, elles sont à différents étages du cerveau et sont reliées entre elles par un certain nombre de fibres et de réseaux. L'ensemble des données
font que maintenant on considère qu'il y a deux types de circuits neurocognitifs, neurofonctionnels au niveau du cerveau. Il y a un circuit qu'on appellerait affectif, donc qui intervient dans la régulation des émotions, qui est représenté par toutes ces structures que vous voyez là, l'amygdale, l'hippocampe, etc. Et vous avez un circuit qui est cognitif, donc dans le traitement cognitif de l'information, donc essentiellement dans les fonctions exécutives, les stratégies de coping, etc., et qui est représenté également par d'autres structures. Et dans la dépression, on pense qu'il y a là aussi un découplage entre ces deux circuits, qui est le circuit affectif qui est hyper activé, hyper stimulé, et à côté, vous avez un circuit cognitif qui est en hypoactivité, qui réduit ses effets de régulation et de contrôle sur les... Donc vous avez une espèce de déséquilibre fonctionnel entre deux circuits qui normalement doivent être à l'état d'équilibre. Donc en fait, la dépression serait un défaut d'homéostasie, d'équilibre fonctionnel au niveau de toutes ces structures cérébrales. Et donc nous avons un peu ce schéma qui représente, les circuits, en tout cas au niveau des structures impliquées, avec l'amygdale qui est au centre, et la dysrégulation au niveau en amont, par le cortex préfrontal et le striatum également, et puis toutes les structures en aval qui vont dysfonctionner, être dysrégulées, en raison justement de la perte de contrôle supérieur et cortical. Ça, c'est le niveau anatomique, ça, c'est le niveau fonctionnel. Vous voyez que là également, il y a plusieurs circuits qui interviennent, avec, à ce niveau-là, moi je ne vois pas, le contrôle cortical, là vous avez l'axe du stress, là vous avez toutes les réponses motrices, notamment par le noyau codé, le locus niger, l'aire tegmentale ventrale, enfin toutes ces structures sous-corticales qui interviennent dans les réponses aussi bien motrices, émotionnelles et affectives. Et là vous avez le circuit affectif de la dépression avec l'amygdale et l'hippocampe. Donc vous voyez toute la complexité des interactions qu'on peut éventuellement imaginer dans le trouble dépressif. Les toutes dernières recherches vont à un niveau encore plus élaboré dans la modélisation des données dont nous disposons et qui serait, disons, à un niveau non plus cognitif, mais que on pourrait dire métacognitif, puisque là, on implique deux circuits encore plus importants qui sont au-dessus, si vous voulez, au niveau fonctionnel par rapport au circuit, j'ai cité le circuit affectif et cognitif. C'est le réseau de mémoire autobiographique, enfin c'est ainsi que les dénomment les anglo-saxons, que nous connaissons plus par le réseau du mode par défaut, et vous avez un autre réseau qui est le réseau du contrôle cognitif, c'est-à-dire l'ensemble des événements cognitifs que nous avons à traiter. Alors, que sait-on de ce réseau de mémoire autobiographique ou de réseau du mode par défaut, qui est de découverte relativement récente? C'est le réseau qui se met en marche, que nous sommes dans un état de repos, que notre attention n'est pas portée sur une tâche cognitive précise, que nous sommes un peu dans un état de rêverie, dans lequel probablement certains d'entre vous y sont déjà, puisqu'en pensant un petit peu ce qu'on va faire demain, ce qu'on a fait après-demain. Enfin bon, voilà. C'est l'état de repos, mais en fait le cerveau n'est pas du tout en repos en ce moment, puisqu'on montre bien que les consommations d'énergie à ce moment, c'est extrêmement important. En tout cas, c'est un système qui est autoréférentiel, donc dirigé vers lui-même, vers la personne, qui est celui qu'on sollicite dans la méditation, les préoccupations métaphysiques, et j'en passe. Et on pense que dans la dépression, ce circuit centré sur soi-même, ce circuit autobiographique, est hyper activé dans le cadre de la dépression. Et vous voyez, ça c'est la représentation un peu des circuits qui interviennent dans ce réseau et qui est associé donc à des activités d'introspection dirigées vers soi et en référence à soi. Et à côté, vous avez un réseau dit de contrôle cognitif qui, lui, est plutôt dirigé vers l'extérieur, vers un but, vers un objectif, vers des tâches précises, et qui est par contre sous-activé dans le cadre de la dépression, et qui probablement correspond à ce qu'on avait dit dans le circuit cognitif, qui est le circuit des régulations émotionnelles. Donc ce qui donnerait un petit peu une représentation, justement dans cette étude relativement intéressante, on a soumis un groupe témoin par rapport à un groupe de déprimés, on les a soumis à des tâches cognitives et on a vu un petit peu qu'est-ce qui était stimulé, n'était pas stimulé. Et que voit-on? On voit que chez le volontaire sain, la partie corticale a un effet de contrôle et de régulation sur ce qu'on appellerait le circuit affectif représenté par l'amygdale, l'hippocampe
mais également par une partie du cortex cingulaire antérieur, mais également sur tout l'axe du stress, tandis que le réseau du mode par défaut, lui, est sous-activé lors d'une tâche cognitive précise. Dans le cas de la dépression, soumis à la même tâche, les malades déprimés, eh ben, le système de contrôle cognitif, lui, ne joue plus son rôle de régulation et de contrôle, et vous avez donc libération d'une certaine manière du circuit affectif, avec hyperstimulation de l'amygdale, de l'hippocampe et bien sûr de tout l'axe du stress. Et par contre, à ce niveau-là, le circuit cognitif centré sur soi-même, c'est-à-dire le réseau par défaut, avec toutes les structures qui le représentent, aussi bien antérieures que postérieures, sont suractivées. Conclusion, donc, vous voyez bien que le trouble dépressif, qui au final, on le considérait comme la pathologie peut-être la plus simple à diagnostiquer en psychiatrie, quoique, finalement, avec toutes les données qui nous arrivent actuellement, est un trouble qui brille par sa complexité. Nous avons de plus en plus de mal à comprendre exactement ce qui se passe et que probablement la nosographie des troubles de l'humeur va évoluer, d'autant que maintenant nous disposons d'outils d'exploration qui sont très intéressants, comme les explorations de l'épigénétique, du génome, mais également, même sur le plan électrophysiologique, maintenant vous savez qu'on peut étudier des populations de neurones bien ciblées, notamment par les techniques d'optogénétique. Voilà où nous en sommes, et il est certain que si je suis là encore dans 10 ans, je vous parlerai très différemment de la dépression. Je vous remercie.